Hello to you. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Clochette avec Ali de Catch Club et Ajus de Ajus. Ah non, j'ai oublié Christophe. Mais enfin, c'est moi et lui. Bonjour à tous. Bonjour Ali. Comment allez-vous? Bonjour à tous, ça va bien Christophe, merci beaucoup. Heureux de vous retrouver pour le 5e numéro de La Cloche, ce qui signifie donc que nous sommes dans notre 5e semaine de confinement. Et comme vous le savez, depuis hier, vu qu'on tourne mardi, depuis hier, le président a annoncé que c'est reparti pour 4 semaines. Donc bon, j'espère que ça va et que Philippe te manque pas trop. J'imagine que dans votre couple, ça doit faire bizarre de plus se voir pendant plusieurs semaines comme ça, Franchement, je pense que c'est la première fois depuis plus d'une décennie au moins. Parce que, Waouh. comme je le disais dans un épisode de La Cloche, au début, on enregistrait avec pas mal de semaines de retard. Donc, on enregistrait plusieurs semaines d'un coup. Et après, je bossais pas pendant 2, 3 semaines de suite. Mais là, effectivement, ça fait des décennies que je n'avais pas quitté Philippe pendant autant de temps, quoi. Même si, évidemment, on se parle au téléphone assez régulièrement, que ce soit pour les programmes, mais aussi on s'appelle tous les 2, 3 jours. On se laisse un peu de répit quand même, quoi. Bon, ça va, il va bien de son côté, tout se passe bien. Oui, 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 il va bien. Bah, lui, il est bien installé. En plus, il était en plein travaux avant, donc il en profite pour justement faire ses travaux et passer du temps avec sa famille. Il y a pas mal d'années où il n'avait pas beaucoup de temps pour sa famille. Là, il en a plus et je pense qu'il apprécie d'autant plus, quoi. Bon, ça c'est bien. C'est les petits effets positifs tout de même de ce Ah confinement. oui. Alors, on va repasser aux questions, bien entendu, aujourd'hui. Donc déjà, je rappelle, n'hésitez pas à poser de nouvelles questions, que ce soit en commentaire sous cette vidéo YouTube ou encore sur Twitter. Vous pourrez directement nous les envoyer sur Twitter, comme d'habitude. Je viens d'en sélectionner une petite dizaine que donc j'ai pris sur YouTube et Twitter. Certaines sont toutes fraîches. Elles viennent juste d'être Oh, postées à l'instant. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai pas forcément trié. J'ai essayé, mais on va dire, voilà, je vais enchaîner les questions. Tu es ok. libre de développer ou pas. Certaines vont être très courtes, sur certaines, j'attends tout de même un exposé de ta part. Donc, on va commencer avec la première question la plus simple de la part de Amidou, qui nous Amidou. demande, Amidou, qui nous demande donc, Christophe, comment as-tu appris l'anglais? Est-ce que c'est en regardant le catch ou est-ce que c'est plutôt grâce à l'école, les cours, etc. Bah, je pense pouvoir dire que c'est quasiment que en regardant le catch. Alors, par contre, comme à peu près tout le monde qui est allé jusqu'au bac, ce qui est mon cas, j'ai fait de l'anglais un petit peu au collège. J'ai fait de l'anglais tout le lycée. Mais évidemment, c'est pas avec quelques heures par semaine que tu finis par parler bien anglais. Mais je sais que dès le collège, la quatrième où j'ai commencé l'anglais, parce que tu sais, en Alsace, mon cher Ali, on fait principalement de l'allemand, hein, jusqu'au collège où certains prennent anglais première langue, mais souvent on prend allemand première langue, et en deuxième langue, ça commence en quatrième, donc voilà, anglais. Je sais que je parlais déjà un peu mieux anglais que la plupart de mes camarades de classe parce que j'avais déjà une oreille. J'entendais de l'anglais régulièrement. Donc, et j'avais des expressions. À chaque fois qu'il y avait des devoirs en anglais, j'essayais de placer the best there is, the best there was, the best there ever will be, ou it's gonna be a cold day in hell. Ce que l'Undertaker avait dit quand Diesel défiait Bret Hart, je crois, pour le titre de champion. Je crois que c'était à un Royal Rumble, si je ne me trompe pas. Mais bon, enfin voilà, il y a eu plusieurs matchs Diesel-Bret Hart. Mais voilà, l'Undertaker avait dit que l'enfer gèlerait si Diesel devenait champion de la WWE. Il y avait des expressions comme ça que je balançais dans mes cours d'anglais et mes profs parfois ne comprenaient pas trop. Donc, je me suis même une fois engueulé avec une prof au lycée parce qu'elle disait comment on dit cercueil. Et moi, je lui ai dit casquette. Et elle s'était foutue de ma gueule devant toute la classe en disant mais non, casquette, c'est une casquette, on le met sur la tête. Un cercueil, c'est coffin. Et c'est vrai, le mot anglais, coffin, d'ailleurs, le premier casquette match de Undertaker contre Kamala, si je ne me trompe pas, était un coffin match et non pas un Hmm. casquette match. Mais le mot casquette est la version américaine c'est un synonyme, enfin ça veut dire la même chose tout simplement. Et j'étais venu avec mon gros dico d'anglais avec écrit casquette dedans, nom masculin pour mince, maintenant j'ai oublié le mot en français. Cercueil. Cercueil, merci Ali. Donc voilà, donc Virez-moi ça sur le champ. ouais, non, non, elle était pas contente, mais moi je me suis tapé la honte pendant un cours. Après, elle y revenait à chaque fois, tu vois, genre, ah, monsieur Ajus, est-ce que vous avez d'autres mots anglais lunettes de soleil tu vois, elle se Trop, foutait de ma trop gueule ouvertement. énervant. Ah oui, surtout que je savais que j'avais raison. Et c'est dans ces moments-là que tu découvres en fait que les profs ne savent pas tout forcément. Hmm. Évidemment, ils sont là pour nous apprendre, mais
c'était une jeune prof d'anglais et évidemment, elle connaissait pas tout le vocabulaire anglais américain, mais voilà. Et j'ai appris donc grâce au catch, beaucoup, au travail, parce que franchement, quand j'ai commencé sur RTL 9 avec Chéreau, les traductions, je les maîtrisais pas autant qu'aujourd'hui. C'est seulement à force de traduire que c'est vraiment rentré dans ma tête. Et puis beaucoup aussi grâce aux films et aux séries que j'ai très vite essayé de regarder en VO depuis mon plus jeune âge. Même mon papa m'avait une fois emmené à Paris quand on était dans une fois un petit voyage. Je sais même pas si c'était pour du catch. Je crois que c'était pour du catch. On était resté le lendemain à Paris et on était allé voir un film au cinéma et il s'était trompé de séance et on était allé voir un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger, qui est un film assez amusant que j'aime bien. Et on l'avait vu en VO sous-titré. Et j'étais encore très jeune à l'époque, mais j'avais quand même réussi à suivre le film, quoi. C'est dire si j'étais déjà un peu. Le catch aide vraiment, quoi, finalement, à avoir déjà une oreille. Et puis après, si tu t'y mets sérieusement, tu peux comprendre l'anglais grâce à ça, quoi. Non, c'est clair. Un conseil qu'on peut donner à tous les fans, essayer un maximum de regarder du catch et des séries comme tu l'as dit, en VO, VOST, parce que Oui, ça oui, aide. enfin, continue à regarder en VF aussi, hein, je veux Ah, dire, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Non, enfoiré. surtout les séries. Alors en VO, je voulais dire Non, rester. mais le catch aussi, il faut être honnête, bien sûr, la VO, il y a un côté plus authentique et je peux pas dire le contraire, quoi. Non, Mais mais oui. je me rappelle également une fois quand j'avais 7-8 ans et que j'ai entendu Suck It pour la première fois à l'écran, je suis allé demander à ma grande sœur ce que ça voulait dire. Ça nous a mené à un moment très gênant. Donc, nous On l'embrasse. enchaînons. On l'embrasse. C'est marrant, moi aussi, sur cette expression, moi, sur une interro d'allemand, mais bon, malgré tout, il fallait mettre, c'était un bac blanc qu'on avait fait en première, même si c'était le cours d'allemand, mais voilà. Et il fallait pas mettre son nom, mais il fallait mettre un pseudonyme. Et moi, j'avais mis Suck It, et ça avait tellement choqué la prof d'allemand, parce que moi, je réalisais pas effectivement que ça voulait dire cette vulgarité, tu Bah vois, oui. le prendre en bouche, quoi. Pour moi, c'était simplement quelque chose que tu criais dans une salle devant des milliers de personnes, c'est tout. Et donc, j'ai écrit Suck It comme pseudonyme, et elle était tellement choquée que après, quand on avait fait le corrigé, c'était donc un faux bac blanc, en quelque sorte, c'était rien de sérieux. On avait corrigé toute la classe ensemble. Et chacun devait corriger la copie d'un camarade. Et en corrigeant la copie enfin, quand un pote a corrigé ma copie, il se rendait compte que la prof avait oublié plein d'erreurs. J'avais eu 15 officiellement, mais en vrai, j'aurais dû avoir 9 parce qu'elle était tellement choquée par ce pseudonyme qu'elle était passée très vite sur ma copie. Elle avait oublié plein de fautes sur ma copie, quoi. Et donc, grâce à ça, bon, j'ai eu 15, ça ne servait à rien, hein, je suis resté le même cancre, mais voilà. En tout cas, attention aux expressions qu'on utilise. Non, mais c'est vrai, je veux dire, quand tu es un enfant français et que tu vois la DX pour la première fois et que tu entends ça, tu ne sais pas. Je veux dire, tu ne sais pas ce que ça veut dire. On passe à la prochaine question. Très bien. Il y a deux questions où il va falloir un petit peu faire jouer ton imagination aujourd'hui Oh, dans cet épisode. Ah, désolé, désolé. je suis fatigué en plus, c'est terrible. Je suis plus fatigué Mais qu'en temps normal, quoi. écoute, on va donner quelques minutes, on va essayer de t'aider. Donc, bien entendu, Christophe, tu es au courant que quand Ted DiBiase est arrivé à la WWE, on parle de Ted DiBiase senior. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, je la raconte. À la base, Vince McMahon lui avait promis qu'il l'embaucherait, mais sans lui dire pour quel gimmick. La seule chose, apparemment, que Vince McMahon avait dit à Ted DiBiase avant de l'embaucher, c'est que tout ce que je peux te dire, c'est que la gimmick que je te donne si tu signes chez nous, c'est la gimmick que je me serais donnée moi-même si un jour j'avais été catcheur. C'est ce que j'avais lu apparemment en ligne et apparemment c'est ce que Vince McMahon avait expliqué à Ted DiBiase. Et une fois que Ted DiBiase a signé à la WWE, bah, il a compris que sa gimmick était donc celle du Million Dollar Man et surtout à côté il avait d'énormes avantages car il voyageait tout le temps en première classe, il était tout le temps dans les plus grands hôtels et la WWE le faisait vraiment vivre sa gimmick. Donc il vivait un petit peu la gimmick de Vince McMahon. Un abonné, donc Pascal Marseillan, nous demande si tu avais pu être catcheur, quel genre de personnage, quel genre de gimmick aurais-tu souhaité interpréter, aurais-tu créé? Donc justement, Euh, je te laisse bah, quelques secondes pour y j'ai réfléchir, fait mais quelques, je crois que ça existe encore, hein, mais j'ai participé à quelques fédérations sur Internet, tu sais, des IFED. bien La sûr. première française avait d'ailleurs été créée par Romain Vizirian, also known as Romeo, le catcheur de la ICWA, mais qui à l'époque était
un fan sur Internet avec moi, avec Ishtou, avec Uva, One Stand. Je suis obligé de le citer, c'est dans le contrat, au moins une fois par émission, comme ma mère. Ça y est, maman, c'est fait. Et donc, il avait lancé la French Wrestling Federation, la FWF, qui, donc, pour ceux qui sont vraiment trop jeunes et qui ne savent pas de quoi il s'agit, ben, c'était simplement une fausse fédération faite par écrit. Donc, vous envoyiez des promos, en quelque sorte, en défiant tel ou tel catcheur de la fausse fédération. Vous deviez créer, bien sûr, un personnage, vous donniez votre vrai nom. Pendant un temps, j'avais créé les personnages de mes petits voisins, Loïc et Nicolas Gérard, Nico et Lolo, qui étaient managés par leur propre père, et je leur faisais vivre des aventures. Je sais que ça plaisait bien aux dirigeants de ces IFED, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même, parce que je partais toujours dans des trucs totalement en vrille, en réutilisant ce que je vivais dans la vraie vie, comme la fois où Loïc, en tirant trop fort dans le ballon, avait cassé une vitre de sa propre maison, et son père était sorti super énervé. Il avait dit: mais toi, t'es vraiment une grosse nouille. Parce qu'il voulait évidemment pas le traiter de pire que ça, son propre fils, donc il l'avait traité de grosse nouille. Et voilà, donc j'utilisais ce genre de truc et je créais des histoires autour de ça pour défier d'autres équipes de cette IFED et tout. J'avais créé, je crois, des gimmicks stupides comme, je me demande, le French Toaster, je crois, où je grillais mes adversaires. Enfin, mon finish, c'était le pain grillé, des choses de ce style-là vraiment stupides. Et j'avais bien aimé l'une de mes gimmicks un peu plus sérieuses, entre guillemets, c'était le Master of Submission, je crois. Le maître de la soumission, en quelque sorte. Il faut dire que c'était dans la fin des années 90, donc c'était des catcheurs comme les Dean Malenko ou Chris Beep, qui étaient très à la mode à l'époque avec leur soumission et ce style-là de catch. Donc j'aurais certainement, peut-être, oui, choisi, vu que de toute façon je ne suis pas très musclé, je ne suis pas très aérien, je me serais sans doute pris une gimmick un peu sombre de spécialiste de soumission qui aime faire souffrir de manière. Enfin, ses adversaires, de les faire souffrir lentement et douloureusement. Nice, nice. Oui, je te vois bien dans le genre. Oh, tu Un, te calmes avec tes yeux là, pleins de vices. un petit, non, mais un petit Zack Saber, pour toi qui connais quand même, je pense un petit Zack Saber pro soumission, ça pourrait totalement coller à ton style. Alors, on continue avec une question de la street. C'est la street qui pose cette question. Question, la street. Salut Christophe, s'il y avait un pay-per-view du passé Eh ouais. que tu s'il y avait un pay-per-view du passé que tu ne pouvais commenter à l'époque, mais que tu peux désormais commenter, lequel choisirais-tu? Donc j'irai un petit peu plus loin dans sa question. Ou D'accord, vas-y. T'attends, imaginons, bouge pas. Vas-y, va plus loin. imaginons que voilà, tu puisses faire un flashback, que tu puisses retourner à l'époque pour être à la table des commentateurs lors d'un show. WWE, WCW, CW, Japon, etc., tout confondu. Est-ce qu'il y a un show comme ça où tu te dis, pour ce qui s'est passé d'un point de vue historique, ou peut-être parce qu'il y a un match que tu as adoré, tu aimerais, tu vois, pouvoir le revivre et être à la table des commentateurs durant ce match? Bah, oh, il y en a sans doute plusieurs. Après, les premiers qui me viennent, déjà WWE, ça serait par exemple le Royal Rumble 92 pour la victoire du Nature Boy Ric Flair et son premier titre de champion du monde. Ou alors ce Saturday Night Main Event qui a marqué ma vie le soir où la Mega Powers affronte les Twin Towers et Macho Man trahit Hulk Hogan. Ou encore le Saturday Night Main Event, ou juste Main Event, je ne sais plus, l'un des deux ne s'appelle pas Saturday Night Main Event, mais où André gagne le titre contre Hulk Hogan avec les deux arbitres, les frères Hebner qui jouent des faux jumeaux en quelque sorte. WrestleMania 3 aussi pour le main event avec André le Géant, Hulk Hogan, enfin voilà le match aller et pouvoir commenter le match retour au Saturday Night Main Event, pourquoi pas. Du côté de la WCW, j'aurais bien aimé pouvoir commenter en 89 la trilogie Ric Flair contre Ricky Steamboat, qui est disponible évidemment sur le network avec notamment Chaita Rumble en 1989, Wrestle War 89 et le troisième, je l'oublie toujours, mais il existe. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ces shows, voir en entier ou ne serait-ce que les main events, parce que les main events vraiment valent le coup. Et quand on sait qu'on est en 2020, on a du mal à se dire que ces matchs ont près de 30 ans. On est d'accord, oui, c'est ça, plus de 30 ans, quoi. Mhm.
Donc voilà. Et sinon, du côté du Japon, je suis beaucoup moins spécialiste, mais c'est vrai que parmi les shows récents, enfin voilà, tout ce qui était Okada contre notre ami Omega, ou même Okada avant contre Tanahashi, ou moi plus ancien encore, j'aurais aimé pouvoir commenter des matchs de Kawada contre Misawa, ou des matchs même de la Michinoku Pro avec des Great Sasuke, des Super Dolphin, des Grand Naniwa, des matchs que je regardais avec joie et qu'on a un peu commenté par plaisir avec mon ami Naniwa, à ne pas confondre avec le catcheur Grand Naniwa qui lui malheureusement est décédé. Mais et puis la ECW, j'ai eu la chance quand même de commenter Barley Legal, donc ça c'est classe. Mais et je me demande si on n'a pas commenté, si on n'a pas eu la chance de commenter Shinzaki et donc Akushi et Hayabusa contre Rob Van Dam et Sabu de Heatwave 98. Mais voilà, quelques-uns de ces shows, pourquoi pas. Mais la WWF, donc l'anciennement WWE, enfin l'ancêtre de la WWE, c'est surtout des matchs que j'ai vus gamin et qu'effectivement j'aurais adoré commenter. J'aurais adoré être professionnel à l'époque, quoi, vivre ça. Je jalouse énormément Marc Blondin dont j'ai revu une vidéo sur Facebook il n'y a pas longtemps, et une conférence de presse pour WrestleMania 3 à Montréal avec Hulk Hogan, André le Géant et Marc Blondin qui est Voilà. là pour faire la présentation aux journalistes et tout ça, pour faire la promo de WrestleMania 3, qui évidemment a été organisé à Pontiac, dans le Michigan, mais qui était diffusé sur grand écran un peu partout à travers les États-Unis et également au Québec. Et donc, ils avaient fait une conférence de presse spéciale pour Montréal. Et t'as Marc Blondin qui est là. Enfin, voilà, j'aurais rêvé sa vie, quoi. Il a eu une chance énorme de pouvoir côtoyer ces superstars qui étaient mes idoles de jeunesse. Ouais, plusieurs beaux moments. Je t'avoue que moi en tête, j'avais également la création de la NWO, Bash at the Beach. Oui, mais on l'a J'aurais. fait. J'ai eu la chance de le commenter pour des DVD. Donc, après, c'est évidemment différent quand tu le commentes 20 ans après, que tu dois quand même essayer de ne pas spoiler les gens, comme le fait par exemple Bobby Heenan en direct, qui dit Oui, de quel côté est-il? Alors que tout le le gars monde qui s'imagine cache tout dès le début. mais après, sur le coup, je sais pas combien se sont dit ah, mais il a raison, est-ce qu'il vient trahir ou pas? Avec le recul, tu te dis ah oui, là c'était quand même un gros indice, mais peut-être que sur le live, les gens ne se sont pas rendus compte. J'aurais tellement adoré connaître ce sentiment, tu vois, de quand tu es à cette époque et qu'en soi, tu peux pas imaginer que Hulk Hogan soit heel parce que ça n'est jamais arrivé. Je... Là, ça devait être tellement choquant. Alors, pour prévenir quand même les messages qui nous diront oui, il l'était. Alors, il était il au début de sa carrière quand même, Hulk Ouais. Hogan, hein, il faut s'en souvenir. Il a d'ailleurs fait des affrontements contre André le Géant, où André le Géant était le face et Hulk Hogan le heel. Hogan était managé par Classy Freddy Blassie pendant une bonne petite période, avant de lancer effectivement le mouvement de la Hulkamania et devenir le Voilà. gentil ultime. Mais c'est vrai qu'en 96, tout le monde avait oublié cette période et on ne pouvait pas imaginer, comme tant d'années plus tard, on n'imagine pas John Cena un jour devenir un personnage sombre, même si on l'espère maintenant toujours, quoi. Alors que c'est exactement pareil. John Cena aussi, au début de sa carrière, il a eu quelques mois en tant que heel. Mais je veux Oui, dire, on s'en souvient pas. John Cena, c'est un face ultime qu'il a à partir du moment où il a explosé, il a toujours été face. Pareil pour Hulk Hogan, comme tu l'as dit, même si c'est vrai, il a été heel, et tu as tout à fait raison. On s'en souvient pas, on se souvenait que de la Hulkamania. Et ça devait être tellement choquant le moment où tu passes de la Hulkamania à la NWO que j'aurais adoré voir ça. Et sinon, ouais, que le reste, comme tu l'as dit, moi j'aurais adoré commenter de la ECW. Et les Misawa Kobashi de début 2000 de la Noah que Yann m'avait fait découvrir à l'époque et qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait un autre niveau dans le catch que je n'imaginais même pas. Des souplesses du bord du ring directement sur la nuque à l'extérieur. Quand j'ai vu ça la première fois. Alors, juste avant de passer aux prochaines questions, je voulais juste faire un petit aparté comme tu parlais de Marc Blondin. Déjà, première question bête, mais j'imagine que je connais la réponse. À l'époque, Marc Blondin et Michel Le Tourneur enregistré en studio, la WCW. oui, oui, bien D'accord, sûr. bien sûr. Et juste une question, parce que tu vois, j'ai des rappels de l'époque, et je me souviens qu'à l'époque, Marc Blondin et Michel Le Tourneur nous vendaient le fait qu'ils étaient allés tourner des images au Power Plant, et ils ne les avaient jamais montrées à l'antenne. Est-ce que toi, tu les avais vus, ou est-ce que c'était apparu un jour sur Canal+, ou est-ce qu'on les avait jamais vus, ces images? Alors, c'est peut-être apparu sur Canal+, mais comme toi, effectivement, je ne me souviens pas les avoir vus.
Mais après, D'accord. on n'est pas forcément devant tous les programmes. Mais je pense que c'est vrai, cela dit, hein. Mais la période à laquelle je faisais référence avant, c'était la WWE et Marc Blondin, à l'époque, là, il était vraiment impliqué à la WWE, quoi. Ouais. Je pense qu'il travaillait à Montréal principalement, mais il était souvent en studio. On le voyait faire les interviews dans les backstage des Saturday Night Main Event. Moi, j'ai encore quelques cassettes de Saturday Night Main Event en français où il est en train d'interviewer Hulk Hogan avant un de ses grands matchs, Brutus Beefcake, enfin tous les gars ils étaient dans le vestiaire avec le même décor, un peu comme nous, avec Philippe Chiron, on a fait plus tard pour la WWE. Donc là, il a vécu vraiment une expérience de fou, quoi. C'est vraiment des pros et des connaisseurs, quoi. Je tiens à le préciser parce qu'il y a une semaine, quand il y a eu les Québécois qui ont malencontreusement commenté quelques WrestleMania sur la chaîne L'Équipe, j'ai pu voir quelques messages sur Twitter de personnes qui disaient: «Oui, mais comme l'ont dit Ali et Christophe dans la cloche, ce ne sont pas des connaisseurs en catch, ils ne sont pas fans de catch, ils ne s'y connaissent pas, donc ça se ressent à l'écran». Je voulais préciser qu'on n'a jamais dit ça, toi et moi, lors de la cloche, et que je pense que c'est assez fou de dire quand même que des personnes, par exemple, comme Raymond Rougeau ne sont pas fans de catch. Juste pour info, pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple, je veux dire, Raymond Rougeau est un ancien catcheur du circuit canadien, mais également de la WWF, ancien champion par équipe, les Rougeau Brothers. Je veux Euh, dire, c'est. non, ils ont jamais gagné les titres, cela dit. Mais, Ah, mais si, par si, je contre, suis allé oui. vérifier sur sa page Wikipédia, il est une fois champion du monde WWF. Bah alors, je me demande. Alors, ça doit être un titre qui a été gagné puis retiré pour cause de. Est-ce que c'est pas le match? Non, ça c'est les Rockers qui gagnent le match contre la Hart Foundation quand les cordes pètent. Mais je suis sûr et certain que les Rougeaux ne sont pas devenus officiellement champions par équipe à la WWE parce que dans ma tête Ah, je suis sur Wikipédia, donc sur Wikipédia, pour info, il y a marqué qu'ils sont une fois champions WWF Tag Team, Jacques et Raymond, mais par contre, il y a marqué que leur règne n'est pas officiellement reconnu par la WWE, comme tu le dis. voilà, hein, tu me demandes, pas la peine d'aller vérifier sur Internet. Non, cette époque-là, je me plante pas. Il y a Bien vu. suffisamment peu de champions à l'époque pour que je me souvienne qui est champion et quand. Mais oui, bien évidemment, et Raymond Rougeau, en plus d'avoir été catcheur, il était extrêmement talentueux, quoi. Je veux dire, c'était un mec. Les frères Rougeau étaient excellents comme catcheur et Raymond était très, 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 très bon dans le ring. Et il faisait des choses, des flips et autres au-dessus des cordes qu'on ne verra plus pendant longtemps à la WWE, quoi. Il était vraiment, enfin, il avait un style que j'aimais particulièrement, quoi. Après, Jean Brassard, lui, n'est pas issu du monde du catch, mais il travaille là-dedans depuis suffisamment longtemps pour évidemment connaître, quoi. Ils font des erreurs sur le produit actuel parce que ils sont moins impliqués forcément que nous, parce qu'ils n'ont pas à commenter les Raw, les SmackDown, les choses comme ça vient sans doute de là, leurs petites erreurs et autres. Et puis après, c'est un style évidemment différent. Il n'y a pas de, y a pas de, comment dire, on peut pas dire les choses autrement. Ils ont pas le même style que nous, ça c'est clair. Mais Voilà, c'est ils- plutôt ça ce que tu clairement, avais précisé ils lors d'un connaissent la. épisode. Voilà, oui, c'est ce que tu avais précisé dans un épisode précédent, c'est que certains commentateurs étrangers sont un petit peu parfois perdus lors des pay-per-view et tu les aides à ce moment-là parce que par contre, au contraire de toi et de Philippe, ils ne commandent pas la WWE de manière hebdomadaire. Donc certes, Oui, ils s'y connaissent en catch, mais c'est vrai que parfois ils ne connaissent pas le produit actuel. Ça, c'est pas faux. et À ce ni- certains d'autres métiers aussi, en fait. Pour Jean Brassard, par exemple, il est comédien, acteur. On a pu le voir dans de nombreuses séries. Je sais qu'il a un rôle dans une série à ses côtés sur Amazon, mais j'ai malheureusement oublié le nom. Mais il fait pas mal de spectacles également à Broadway. Bon, évidemment, pas en ce moment, malheureusement, avec ce qui arrive, mais il est également chanteur. Il fait la promotion de la Ah, chanson française à Broadway aux États-Unis en général. Et voilà, l'un des commentateurs russes, je sais qu'il travaille le reste du temps chez un ami à lui qui a une boîte de yaourt. Il bosse là-dedans. Il y en avait un des commentateurs indiens qui était, à mon avis, il a eu ses études parce que lors du dernier pay-per-view, il n'était plus là. Il était en médecine, mais pas pour devenir docteur ni chirurgien ou autre, mais enfin, voilà, une des spécialités de la médecine. Et un autre est comédien de chez les Indiens, par exemple. Enfin voilà, ils ne travaillent que pour les pay-per-view, donc ils ont d'autres boulots à côté, quoi. ok, Donc bien sûr. pas forcément leur métier principal.
Un petit coucou juste avant de passer à la prochaine question pour terminer sur les commentateurs, parce que j'ai une petite pensée pour lui, à notre modèle, Rick Martel, qui à la WCW à l'époque des fin des années 90 avait pu commenter quelques WCW Nitro en français avec Marc Blondin et Michel Le Tourneur. Je sais pas si tu te rappelles. Vaguement, parce que je me souviens Et de Thor, qui avait une tu voix te rappelles de Thor, quoi? le Thor. Il y avait un troisième, il y avait Michel Le Tourneur, Blondin et un certain Thor Ça me dit quelque chose. que tu as oublié. À tort, hein, laisse-moi te le dire. Mais voilà, mais je me souviens un petit peu, oui, de Rick Martel. Mais je me souviens surtout de sa carrière en tant que catcheur, hein, qui était quand Bah même. c'est ça, il était marrant ce type, et honnêtement il était très bon en commentaire, moi ça m'a... Puis ça me faisait délirer de savoir qu'il y avait Rick Martel qui nous commentait quand on était très jeune, donc petit bonjour à lui, parce que bien entendu, il est fidèle à la cloche et à la clochette, hein. C'est On vrai. passe à la prochaine question Donc, de... je l'ai interviewé quand même grâce à Marc Blondin. Je lui Ah, avais, justement, quand il commentait, j'avais écrit à Marc Blondin pour AWN, ma newsletter, et je lui avais demandé si ça le dérangeait pas de lui poser les questions et de me répondre, et j'avais dû lui faxer. Donc, j'avais faxé au Canada grâce à. J'avais pas un vrai fax, hein, j'étais très équipé à l'époque, hein. On voit quand même que du haut de mes 40 ans aujourd'hui, je suis une merde parce que quand j'en avais 18, j'avais tout. Et donc j'avais le scanner, j'avais scanné mes questions, je les avais envoyées au Canada à le prix d'un appel téléphonique, hein, ce qui coûtait quand même très très cher à l'époque. Et 1 ou 2 semaines après, Blondin m'avait appelé, mais c'était pas lui, c'était son assistant ou un de ses employés de son entreprise M-Fun. Et moi, je croyais avoir parlé à Blondin au téléphone. Donc, je dis, ah ouais, je parlais à Blondin au téléphone et tout. Et puis, quelques années après, quand j'ai dîné avec lui, je lui ai dit, ouais, c'est toi qui m'avais appelé. Bah, pas du tout. Là. Tu crois que j'ai vraiment le temps d'appeler Chris de français, là? Parce qu'il est il est très caustique, Marc. Donc, il est très sympa, quoi. Et donc, voilà, j'avais pu interviewer Rick Martel pour AWN grâce à Marc Blondin et un fax sur ordi, quoi. nice. Allez, Merci. Ah, rien à foutre quand il dit nice, c'est qu'il en a rien à faire. non, mais j'aurais adoré aussi. On passe à la prochaine question de Lelaps, ou Lelaps, qui nous dit: Salut à vous deux, merci pour cette symphonie de cloches et clochettes. Ma question est la suivante. Est-ce que Christophe peut nous parler un peu de son livre Le catch, ma vie, notre passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que l'idée venait de toi ou est-ce qu'on t'y a poussé? Mais surtout, et c'est là qu'il faudra que tu m'éclaires parce qu'il termine son message par: Mais surtout, tu as montré ton cul à Alain Chabat? Alors, non, l'idée venait pas de moi. L'idée venait tout simplement de Jérôme Pourrut, qui était l'éditeur de Planète Catch, le célèbre magazine français de catch, dans lequel j'écrivais des chroniques, et qui a toujours cru en moi plus que moi, je ne crois en moi. Donc, qui pensait que ça allait intéresser des gens. Moi, je lui disais, mais non, écoute, mec, j'ai 30 piges, qu'est-ce que tu veux que j'écrive un bouquin, ma vie, mes trucs, j'ai que 30 ans. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu comme certaines stars de la télé-réalité aujourd'hui qui, à 25 ans, écrivent leur biographie, quoi. Et donc, je lui disais, mais non, non. Il m'a dit, écoute, bon, Chris, avec l'accent de Toulouse, que je fais très mal, mais bon. Il m'a dit, Chris, on va faire quelque chose de différent. On va faire quelque chose de déstructuré, quelque chose qui te ressemble. Il y aura une partie avec un peu de BD, une partie un peu avec un quiz, une partie où un peu te raconte ta vie. Et donc, voilà, je m'étais lancé dans ce projet avec l'un de ses collaborateurs. J'avoue que c'est pas moi qui ai tout écrit, loin de là. J'ai écrit pas mal de choses dedans directement, mais beaucoup venaient de son collaborateur. Je passais beaucoup de temps au téléphone avec lui, un peu ce qu'on fait avec toi aujourd'hui. Il me posait des questions et je répondais longuement. Et il essayait de transcrire un peu mes réponses parce que voilà, je suis capable d'écrire des articles tous les mois, mais j'aurais pas été capable d'écrire autant de textes en si peu de temps parce que c'était quelque chose aussi qui s'est pas fait en un an. Ça s'est fait en quelques semaines, quelques mois. Et donc voilà, c'était pas franchement mon idée. Et je me souviens pas que c'était dans le bouquin, mais oui, j'ai montré mes fesses à Alain Chabat, bien sûr, comme tout le monde, non? Enfin, je crois. Non, mais c'était pour l'avant-première de le film d'Alain Chabat avec les Robins des Bois au Pâté Brumat pour les Alsaciens qui nous regardent. À l'époque, j'avais la carte illimitée, donc j'y allais régulièrement et j'étais allé pour cette avant-première. Et Alain Chabat avait. Vous avez peut-être déjà assisté à des avant-premières. Hein, j'étais pas du tout en tant que VIP ou quoi que ce soit. Hein, j'étais un simple spectateur.
Donc dans les avant-premières, les comédiens ou le réalisateur, ou parfois les deux, là c'était carrément tout le casting et Alain Chabat qui était là, viennent sur scène avant le film pour mettre un peu d'ambiance et remercier les gens d'être venus et tout ça. Et Alain Chabat avait dit oui, écoutez, on a tourné pendant 3 mois quasiment à poil, maintenant c'est à vous de montrer votre cul. Et évidemment, il y a 2 connards dans la salle qui se sont levés, moi. J'ai donc baissé mon froc et montré mon cul. Alain Chabat a rigolé et il m'a félicité. Et quelques jours plus tard, en allant dans une réunion de famille, je discute de ça avec mon cousin, Charlie Weber, animateur RFM, qui me dit ah, hey, tu sais que cette semaine, je suis allé voir, j'ai montré mon cul à Alain Chabat. Je dis de quoi tu parles? Bah ouais, il a dit montrez votre cul. Sauf que quand j'ai montré mon cul, Alain Chabat, il a regardé de l'autre côté, il a félicité un autre gars. Je dis bah l'autre gars, c'était moi, du con. Donc vous voyez le niveau de la famille. Hein. Je veux dire, on était 2 et c'était les 2 cousins, quoi. C'est pour vous dire, si vous êtes dans la merde au niveau des médias en France, vraiment, c'est pas la joie, quoi. Et donc voilà, mon cousin Charlie Weber et moi avons montré notre cul à Alain Chabat pour la bonne cause, quoi, pour la bêtise humaine. Ah, mais quelle équipe, l'équipe à Juste Weber, c'est Ah, il ouais, y a de quoi avoir honte. les réflexes quoi, les réflexes familiaux. C'était vraiment la période. Hein. Je veux dire, c'est vrai que moi, enfin voilà, c'était une période où un petit verre de trop, hop, on montrait nos fesses au tout venant, quoi. Et donc apparemment tu avais, énorme succès, tu avais vendu plus d'1 million de copies en France de ce livre. Est-ce que tu réfléchis à une suite? Est-ce que tu imagines ça? Voilà, parce que je veux dire ça, donc c'était quand tu avais 30 ans environ, donc c'est il y a 10 ans tout de même. J'avais 30 ans. Oui, j'avais Et 29 ans. il s'est passé énormément de choses ces 10 dernières années, donc je Beaucoup pense plus que les 10 précédentes, ouais. Mais donc oui, alors là, plus sérieusement, oui, avec Philippe même, on aimerait beaucoup, pourquoi pas effectivement, se lancer là-dedans, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment, on est commentateur de catch. Bon, Philippe est journaliste et il a une plume bien plus affûtée que la mienne, mais c'est pas forcément notre travail. Alors, c'est vrai, je lance un appel, si l'un des auditeurs, est dans ce milieu-là, tu vois, de faire, un peu comme font les Américains. Jim Ross a sorti son bouquin, mais c'est un entretien avec un vrai journaliste ou un vrai auteur. Beaucoup de catcheurs l'ont fait également. Ça arrive à beaucoup de sportifs. Et pourquoi pas, oui, je ne suis pas certain qu'on en vendrait des milliers, mais je pense que ça intéresserait quelques personnes d'avoir des anecdotes et notre ressenti, et de manière un peu plus structurée, un vrai livre. Parce que là, c'était pas vraiment un livre, c'était plus un supplément magazine en quelque sorte, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Philippe, on serait pas contre, mais enfin voilà. Il faut dire que ça n'intéresse pas grand monde puisqu'on nous l'a jamais proposé. Et si d'aventure quelqu'un nous écoute et dans ce milieu-là, pourquoi pas, on serait ravis d'étudier la proposition. l'appel est lancé. Fais attention parce que tu vas être, envahi de mails et de demandes. Moi, je pense pas, mais merci Ali, tu es gentil. On passe à une question de You Think You Know Me, donc As des As, qui nous dit Christophe, est-ce que tu Oui. collectionnes des objets liés au catch? Si oui, lesquels? Et as-tu des objets rares? Je me suis dit qu'on pouvait te poser la question, vu que tu nous as montré quelques petites figurines de temps en temps lors des dernières clochettes et des casquettes, etc. Oui, alors non, je ne collectionne pas vraiment en fait. Hein. Les figurines que vous voyez là, donc là c'est Brutus Beefcake et son célèbre saut qu'il ne faisait jamais d'ailleurs, à part son coup de genou atomique. Mais c'est des figurines que j'avais quand j'étais plus jeune, en fait, que j'ai achetées quand elles sont sorties en France. Et non, je collectionne pas vraiment. J'ai plein de magazines. Et en fait, je suis pas très collectionneur en tant que tel. Je suis pas genre à acheter tout et à tout avoir. Mais en fait, j'ai toujours, par contre, gardé quasiment tous les goodies que j'ai pu avoir dans ma vie, que ce soit en tant que fan ou plus tard dans mon métier. Et voilà, je collectionne ça sans vraiment collectionner. En fait, je les garde parfois je les mets dans une boîte et puis je me dis dans 10 ans j'ouvrirai la boîte et puis je ferai le tour de tout ça en regardant ce j'ai mon film préféré, j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est Almost Famous, Presque Célèbre. Et dans Presque Célèbre, on voit le héros du film qui est en tournée avec un groupe de rock et qui passe d'hôtel à hôtel et qui prend toujours les carnets de papier dans une chambre. Souvent dans les hôtels, il y a du papier et un stylo, quoi. Je fais pareil, je garde tous les papiers, tous les stylos. Bon, je les utilise pour marquer des choses dessus en général, mais ce qui fait que j'ai 60 000 stylos chez moi de plein d'hôtels dans le monde. Et pareil pour les trucs de catch, j'essaye de tout garder. Là, par exemple, je regarde à côté de moi, ça c'était la carte de ma chambre de WrestleMania au MetLife Stadium.
à New York. Donc Nice. voilà, je l'ai gardé. J'ai gardé le verre WrestleMania 30 que je m'étais acheté avec mes propres deniers pour un Coca à NXT la veille. Je garde un peu tout. Donc je garde mes badges d'entrée pour les pay-per-view backstage et tout ça. Enfin voilà. Donc en résumé, je n'ai pas de collection particulière, mais j'essaie de garder toutes les choses qui me tombent entre les mains et qui ont un rapport avec le catch. Et d'ailleurs, j'ai donné comme instruction à mes parents dans ma chambre d'enfance et dans la maison dans laquelle j'ai grandi, ils peuvent jeter tout ce qu'ils veulent, mais rien qui a un rapport de près ou de loin avec du catch. C'est beau. C'est beau. On continue avec une question de Florian 57600 qui nous demande si on t'a déjà proposé d'animer un talk show sur le catch et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Alors, non, on m'a jamais proposé d'animer un talk show autour du catch et oui, évidemment, ça m'intéresserait, bien sûr. Je ne sais pas si je serais un bon animateur parce que c'est quand même un boulot en soi. On le voit même dans notre belle communauté. Tu vois, je trouve que Stury est un bel animateur de groupe. Il arrive bien à gérer sur la chaîne C'est ça le catch avec Rabi, avec Norbert, Ludivine, bien sûr, et ses autres intervenants. Je trouve que Axel aussi le fait pas mal du tout sur sa chaîne, mais c'est un vrai boulot. Donc je sais pas si je serais forcément bon, mais oui, j'adorerais faire ça, quoi. Moi, j'adorerais pouvoir parler de catch plus que je ne le fais déjà, quoi. Bah écoute, justement, parlons catch, car j'ai une question de quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Rémi Dordain. Ah, ça me dit quelque chose, même si je ne l'appelle pas sous cette identité-là, moi. Je suis de l'ancienne école, moi. J'appelle les gars du nom où je les ai connus quand j'ai travaillé avec eux. Donc, Donc pour moi, Luca Di Leo. moi je l'appelle Lucas. Lucas, ah bah excuse-moi. Non, non, Je, mais il nous a posé une question sur Twitter, donc bien entendu, on la mentionne. Et forcément, c'est une question sur laquelle j'imagine que tu seras un petit peu bloqué, mais je me suis dit que j'allais te la poser quand même. ah. Donc, il nous dit, quand allons-nous monter un business carré pour le catch en France? Pas de l'ampleur WWE ou New Japan, évidemment, mais un truc qui permettrait à une poignée d'en vivre, de proposer un produit intéressant pour le fan lambda et contenter les fans plus assidus. Ah bah, c'est une question compliquée. Quand? J'en sais rien. C'est malheureusement, j'avoue, en toute honnêteté, pendant longtemps, j'ai culpabilisé par rapport à ça, par rapport aussi au fait que justement, je ne suis pas auteur de livres comme mes camarades québécois Pat Laprade et Bertrand Hébert, qui sortent d'ailleurs une biographie excellente visiblement sur André le Géant. Je dis visiblement parce que je ne l'ai malheureusement pas encore en main et pas encore lu, mais c'est clair que je vais l'acheter. Et j'ai déjà acheté plusieurs de leurs anciens bouquins qui sont effectivement toujours excellents, parce que ce sont des vrais pros. Et donc j'ai souvent culpabilisé de ne pas être, capable de faire ce genre de travail, comme je culpabilise aussi d'avoir pas forcément été capable d'être un, comment dire, mince, pas un investisseur, mais un chef d'entreprise, tu vois. Bon, à la Vince McMahon, évidemment que non, mais c'est pas ma nature. Alors aujourd'hui, avec l'âge, j'essaye de culpabiliser moins parce que je me dis, écoute, je suis commentateur, c'est déjà pas mal. Je fais ma part oui, ma part du travail. Et donc, je serais ravi que quelqu'un qui soit un vrai entrepreneur, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un vrai entrepreneur, quelqu'un de sérieux dans le business, soit capable de monter une entreprise sérieuse, parce qu'il il y a les moyens de faire en France. Ils y arrivent en Allemagne avec la VXV, par exemple. Il n'y a pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. Ils y arrivent aussi en Angleterre. Évidemment, personne ne deviendrait riche avec ça, mais il y a certainement moyen, comme beaucoup. La comparaison fera sans doute grincer les dents beaucoup de fans et m'aurait fait grincer les dents il y a 30 ans. Mais il y a encore des cirques en France qui continuent à vivre. Alors, c'est évidemment pas la même vie. Il y a le côté un peu roulotte. Mais il y a des cirques qui ne sont plus itinérants et qui ont des endroits où ils sont basés et ils travaillent à l'année ou presque. Il y a forcément de quoi faire en France. Le problème, c'est qu'il manque de l'argent et puis des vrais chefs d'entreprise qui auraient cet état d'esprit-là. Voilà, parce que j'ai travaillé avec Boosty, qui est un très bon organisateur de catch, qui vend très bien, mais qui n'a pas forcément, et c'est pas à lui faire offense que de lui dire ça, mais qui n'est pas un chef d'entreprise en tant que tel, quoi.
il a tenté le coup et il le tente encore aujourd'hui de faire au mieux, mais on a besoin de gens qui ont vraiment fait des études de ce côté-là, qui ont appris le métier, qui savent comment faire et qui puissent effectivement professionnaliser à fond là-dedans. Booster est un des rares à avoir vraiment essayé à fond parce qu'il a monté une vraie boîte, les gens étaient déclarés, ils avaient des assurances et tout ça. Mais malheureusement, derrière, ça n'a pas pu suivre. Quand, je ne sais pas, il y a peut-être dans la génération Catch Attack, peut-être dans la génération de maintenant, des gens qui vont faire des études, qui seront suffisamment passionnés et qui auront suffisamment d'envie pour se dire je tente le coup, j'essaye, peut-être que ça ne fonctionnera pas et qu'ils passeront à autre chose, mais ils auront les bagages nécessaires pour se dire allez, je peux perdre 3 ans de ma vie à essayer, je joue le tout pour le tout, ça marche, ça marche pas, bah, j'aurai suffisamment de bagages intellectuels et scolaires pour me replacer dans dans un autre, comment dire, une autre boîte, un autre divertissement ou autre chose, je ne sais pas. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu Oui, comprends? oui. Bon, on passe à la dernière petite question où on repasse à ta créativité. Je vais de nouveau laisser 1 ou 2 minutes parce qu'encore une Oh. fois, c'est une question qui est beaucoup ressortie dans les commentaires. Tu sais, parfois on te demande de faire un petit peu de creative booking, de imaginer ce qui pourrait se passer si un tel ou un tel fait son retour. Et forcément, la question qui est le plus ressortie ces derniers jours dans les commentaires, c'est Christophe. Si tu devais booker le retour de CM Punk, comment est-ce que tu le bookerais, toi, aujourd'hui, en 2020? Quelle storyline, quels adversaires potentiels? Est-ce que déjà tu le bookerais pour un retour à la WWE? Donc voilà, tu es l'un des grands dirigeants de la WWE, le Paul Heyman de Raw ou alors le Bruce Pritchard de SmackDown, et tu as carte blanche pour pouvoir faire ce que tu veux par rapport au retour de CM Punk. Bah, déjà, la question est-ce que je ferais revenir CM Punk? Je dirais oui, parce que il fait partie de ces superstars et il y en a plus tant que ça finalement, hein, dont on sait que les fans ont quand même envie de le revoir et qui aurait, je pense, un impact, même si ce serait peut-être pas un impact exceptionnel et que les audiences exploseraient grâce à lui, mais je pense que. Alors certains me diront que son retour dans WWE Backstage n'est pas un franc succès, bon évidemment, mais c'est Backstage, c'est une émission de talk show, donc je pense pas que les fans de la WWE, outre la première émission où ils sont venus voir ce qui se passait, eux ils avaient surtout envie de voir CM Punk par exemple au Rumble, plus que de l'entendre Mhm. discuter de sujets aux côtés de la talentueuse Renee Young, de l'incroyable Paige et du merveilleux Christian. Mais alors oui, oui, je le ferai revenir, ça, clairement, oui. Alors comment? Écoute, il n'y a pas 60 000 manières de le faire revenir, hein, faire péter sa musique et et voilà quoi, c'est tout. Il y a pas besoin de et je crois pas qu'il faudrait d'ailleurs non plus, faire de promo en amont, hein, même si effectivement ça permet parce que mine de rien, tu vois CM Punk, moi ça me fait penser direct à Chris Jericho par exemple, ses débuts à la WWE. Il avait quitté la WCW et il y avait eu pendant quelque temps les trucs sur le millénaire, avec un décompte. Mhm. Et puis un jour de 1999, ce décompte s'est arrêté. Enfin, ça a fait. Et là, il y a le silence. Et il se retrouve, lui sur la rampe, le rock dans le ring, et on a un des moments les plus mythiques de l'histoire de Raw. Mais c'était une autre époque. On savait que ce serait Chris Jericho, mais on ne savait pas trop quand le décompte allait se finir, quand ça allait arriver. Et puis on n'était pas sûr non plus à 100% que ce serait Chris Jericho. L'Internet n'était pas encore à ce point-là développé en 99. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait plus compliqué. Un retour à la Hardy Boys à WrestleMania, par exemple, qui reviennent pour ce match de l'échelle exceptionnel à WrestleMania 34. J'ai pas ce hoodie-là, moi j'ai le hoodie de la Nouvelle-Orléans. Bah, c'était au MetLife Stadium, non? Non, je crois pas que c'était au 34 parce que je crois que c'était l'année avant. 33? Oui, Euh, 34 j'y étais, je suis sûr que c'est pas ah oui, celui-là. oui, C'était le déjà de retour. 33. Je l'ai commenté pour la chaîne L'équipe en plus. Oui, oui, Ouais, c'est le 33, tout à fait. yes. Mais voilà, un retour comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Et après, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, trouver. Je le ferai pas forcément revenir à WrestleMania, mais je le ferai sans doute pas venir pendant le huis clos.
déjà. Ouais. Tu vois? Je trouve que l'AEW, par exemple, que je ne suis vraiment pas, avec assiduité, je regarde quasiment malheureusement aucun show, je regarde des images par-ci par-là, mais je trouve dommage, d'avoir fait venir Matt Hardy pendant cette période-là. Je comprends qu'ils aient voulu très vite, capitaliser sur cet investissement et qu'il y avait les vidéos de Matt sur son compte, donc je pense qu'ils ont voulu, voilà, utiliser, cette Son dynamique. momentum. Exactement ce que j'allais dire, son momentum. Donc je comprends qu'ils aient voulu faire ça, mais j'aurais peut-être attendu qu'il y ait du public. Tu Ouais. vois? Ça aurait quand même eu une force plus grande. Donc voilà, je ferai pas débuter CM Punk à WrestleMania et contre qui, le faire feuder? Heu, bah, le truc le plus simple, ce serait Roman Reigns parce que, il représente un peu ce que Cena représentait à l'époque quand Punk, a fait sa déclaration, sa pipe bomb, dont on parle dans un précédent épisode de La Cloche, hein, n'hésitez pas, tu vu, je fais de l'auto-promo, hein, je suis quand même, on sent le professionnel qui est là, quoi. Yes. Donc pourquoi pas, oui, face à Roman Reigns ou j'essaye de réfléchir, parce que bon, pas le film de Bray Wyatt, ça colle pas vraiment. Braun Strowman, hein, on n'a pas vraiment, c'est pas très intéressant. J'essaye de voir, qui bon, Daniel Bryan n'a pas particulièrement de rôle prépondérant en ce moment et d'après ce que j'ai compris, il veut un petit peu s'éloigner des rings puisqu'il attend un deuxième enfant et puis il a raison de vouloir, privilégier, maintenant un peu la famille et de s'occuper de sa jolie famille. Surtout que, voilà, financièrement, je pense qu'il est, tranquille. Madame aussi travaille en plus, Ah beaucoup et oui. doit bien gagner sa vie aussi. Donc il y a pas de raison, hein, je veux dire, il faut savoir un petit peu parfois calmer le jeu et puis penser aux choses importantes, quoi. Et la famille, il y a rien de plus important, c'est pas toi qui diras le contraire. Tout à fait. Donc oui, Reigns, est-ce que qui tu verrais d'autre là comme ça qui ne me saute pas aux yeux, Bah, forcément, moi, je pense tout de suite à Seth Rollins, vu les Oui, petits oui, échanges qu'il y avait eu quand même un petit peu en oui, ligne oui, bah oui. et je me dis un petit peu, ce serait drôle d'avoir le Messi contre le Messi, tu vois? D'avoir, ce Messi, Seth Rollins qui est encore en pleine mégalomanie, on va dire, qui se retrouve face à un CM Punk qui lui a évolué, mais qui est passé par cette phase. Donc il Mmh. pourrait faire un petit peu le mec au-dessus, en mode: «Écoute petit, tout ce que tu fais là, moi aussi, j'étais comme toi, j'étais le Messi de la WWE, je sais exactement quel est ton charabia, quel est ton message, mais je vais te montrer ce que c'est que d'être, vraiment quelqu'un de powerful». Donc bah, j oui, CM Punk contre Seth Rollins, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Après, je suis comme toi, tu vois? Sur le long terme, c'est pas quelqu'un où j'ai 10 rivalités, en fait, qui me sautent aux yeux. Donc ouais, Seth Rollins, ça pourrait être intéressant. Roman Reigns, faut voir, parce qu'avec Roman Reigns, ça dépend vraiment du build, de la hype et il faut trouver un fond. Faudrait vraiment trouver un sujet pour Ah pouvoir le bah, le sujet, il est là, il suffit de shooter un minimum, voilà, ouais, tu fais la le héros, WWE t'a fait blabla. bouffer, nous a fait bouffer du Roman Reigns depuis tant d'années, tu sais que c'est moi qui devrais être à ta C'est place, ça, je viens reprendre ma place, ouais, ça pourrait être pas mal. tu vois? Comparé à moi, tu n'as pas une once de talent et moi, on m'a jamais poussé comme toi, on t'a poussé, regarde où tu en es, et évidemment, à un moment, il sortirait un truc dégueulasse, sur, la leucémie ou une connerie du genre, voilà. Enfin, tu pas eu ta maladie, on continuerait à te siffler, out of the building. Enfin, j'en sais rien. Bon, là, c'est un petit peu dur et c'est pas forcément des choses que j'apprécie particulièrement, quand on joue avec ce genre de sujet. Mais oui, tu as raison, Seth Rollins et j'essaye de oui, il qu'est-ce que après, pourquoi pas aussi, un Adam Cole, tu vois? S'ils font monter un jour Undisputed Era et que Undisputed Era, domine la WWE, Monsieur McMahon ou Triple H pourraient nous faire un coup à la NWO, tu vois, en disant vous dominez trop, j'ai plus le choix, je suis obligé de faire revenir quelqu'un que j'aurais jamais imaginé faire Mmh. revenir, tu vois. Donc ça permet quand même de teaser quelque chose sans jamais dire qui. Et puis tout le monde s'attend à ce que ce soit ça, mais n'y croit pas. Et puis finalement, les premières notes de la zik. Et voilà, CM Punk arrive, et pourquoi pas ensuite s'allie à deux, trois autres gars, deux, trois genoux pour créer, un contre-pouvoir en quelque sorte, tu vois? Ça ferait une belle rivalité, de groupe.
Ça pourrait être intéressant et honnêtement, je vois beaucoup de personnes actuellement qui, comme toi, demandent potentiellement au Undisputed Era de passer dans le roster principal. En tout cas, ils Beaucoup souhaitent de les demandes, voir. Pardon? beaucoup de demandes à Undisputed Era de passer au roster principal. On vous le demande, Undisputed Era. Mais je t'avoue que moi, j'ai un peu peur de ce projet. Quand je vois Adam Cole, et j'adore ce catcheur incroyablement, mais je suis persuadé que physiquement, il sera jamais pris au sérieux dans le roster principal. Oui, mais Adam, il est pas seul. il est Il est pas pas tout seul. seul, Donc, ouais, non, c'est alors, vrai, effectivement, ben, en même temps, c'est déjà un peu ça à NXT. Hein. C'est rare qu'il gagne ses matchs de bien manière sûr. clean. Tu vois, il y a toujours une intervention ou deux, voire trois même. Donc, et Mais la WWE manque de ça. On n'a plus de gang. On en reparlait déjà dans l'épisode précédent, me semble-t-il. Voilà, mais moi, j'ai grandi avec un peu les Four Horsemen, mais j'ai la NWO, la DX. Quand j'étais plus jeune, il y avait la Inon Family, qui était peut-être moins gang, mais il y avait quand même des interactions entre chacun de ses membres. Voilà, moi, c'est quelque chose, je pense que la WWE a besoin de ça, et je pense que Adam Cole pourrait justement garder son statut de leader grâce au fait qu'il soit entouré de trois gars pour le défendre et autres. C'est sûr qu'en solo, il se perdrait peut-être rapidement dans les méandres de la WWE, mais avec trois gars derrière, et puis au niveau du marketing, justement, il y a de l'argent à se faire avec les t-shirts de la Undisputed Era. On voit que c'est quand même un gang populaire, les gens achètent les produits dérivés. S'ils arrivent dans le roster principal, il y en aurait plus qui sort, des nouveaux, des choses. Enfin voilà, ça peut. Il y a de quoi faire, quoi. non, franchement, moi, j'adorerais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va être arrêté par son physique. Je pense que malheureusement, il n'a pas la taille et il n'a pas le poids pour pouvoir être un main eventer à Raw ou à SmackDown. Ce qui est un petit peu la même barrière pour Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, qui viennent encore de main eventer le dernier show hebdomadaire NXT et qui sont clairement les plus gros noms du côté de NXT. Ce sont des main eventers, ils n'ont plus rien à prouver là-bas. Mais malheureusement, pour le moment en tout cas, pour le moment, il y a encore un petit peu cette barrière de la taille qui joue quand tu passes à Raw ou SmackDown, qui fait que je pense que The Undisputed Era ne seront pas pris au sérieux quand ils passeront dans le roster principal. Je n'ai aucun, comment dire, c'est très simple pour moi d'imaginer, par exemple, The Undisputed Era se faire exploser en une seconde par Braun Strowman. Ils lui arrivent tous, Et, ils lui arrivent tous au torse. Je vois très bien sûr, bien les scénaristes qui écrivent un segment où ils vont détruire leur crédibilité en 5 minutes, alors que mais soyons optimistes, j'espère que si un jour ils passent dans le roster principal, ce sera comme tu le dis, et qu'ils utiliseront le fait qu'ils sont un groupe pour pouvoir arriver au top. On leur souhaite en tout cas. ah oui, on leur souhaite. Mais après, faut pas oublier aussi que les Four Horsemen se faisaient aussi maraver le cul par Dusty Rhodes, parfois tout seul. Bon, après, ce qui a fait leur grandeur, c'est qu'ils attaquaient en meute dans les vestiaires ou sur les parkings. Enfin, il y avait des angles un petit peu différents qui leur rendaient un petit peu de la hit, comme on dit. Hmm. Mais eux aussi se sont fait humilier parfois à 1 contre 4 misérablement. Donc, c'est pas forcément ça qui tue un gang. Ça dépend après comment tu lui fais garder de la crédibilité derrière. Donc, voilà, évidemment que oui, je suis d'accord. Moi aussi, je les vois bien arriver face à Strowman et Strowman les démolit. Mais on sait jamais. On Hein, sait on croise jamais. les doigts, on On croit en croise les eux. doigts. Et on est avec vous. On est avec vous. Ah non, mais on lui souhaite, c'est clair, on lui souhaite. Pour avoir vu Adam Cole depuis ses tout débuts, où il était encore plus maigrichon, soyons honnêtes. Mais il a réussi à devenir champion PWG, triple champion du monde, je crois, de la Ring of Honor maintenant. Il était dans le Bullet Club à la New Japan, il a tout fait. Franchement, il a tout fait. Donc il lui manque plus que ça maintenant. Le roster principal et qui sait, peut-être un jour, champion ultime de la WWE. Et tu vois, et Finn Balor, ça s'est joué à ça. Hein. Il se pète pas l'épaule dans une barrière de trucs. Qu'est-ce que serait devenu Finn Balor champion universel, tu vois? Parce qu'ils y ont cru. Malheureusement, cette foutue blessure qui a vraiment tout gâché pour lui. Mais donc la WWE est capable quand même de miser après. Pour moi, tout est une question de booking. Donc là, je te rejoins totalement. Et pour moi, par exemple, Finn Balor est totalement quelqu'un qui aurait pu être le visage de la WWE quand il a remporté le titre universel. Je veux dire, il avait quand même battu Roman Reigns et Seth Rollins en une semaine et il était lancé. Il était lancé. Personne ne pouvait dire qu'il n'était pas crédible. Malheureusement, cette putain de blessure nous a vraiment gâché beaucoup de rêves. C'est la vie. C'est la dure vie. C'est la dure vie. Bon, écoute, nous avons fait 1h10, donc je pense qu'il est temps de nous quitter. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle série de 10 questions.
Donc d'ici là, bien entendu, comme d'habitude, je souhaite à tout le monde de faire bien attention à vous. C'est reparti pour 4 semaines, les gars, donc faites attention, restez chez vous, ne sortez pas. Vous aurez des épisodes de La Clochette pour les 4 prochaines semaines, bien entendu. Et Christophe, comme d'habitude, merci encore à toi et à la semaine prochaine. Ben non, merci à toi, mon cher Ali de Catch Club. Évidemment, je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez suivre Ali quotidiennement sur sa chaîne principale Catch Club, évidemment. Et comme l'a dit Ali, prenez soin de vous, soyez gentils dans cette période. Essayons d'être gentils entre nous. Et puis regardons du catch, de la WWE ou tout ce que vous avez envie de regarder. Faites-vous plaisir. Pas de petits sourires vicieux, mon cher Ali. Je parle bien encore une fois de divertissement sportif et non pas de plaisir solitaire dans sa chambre entourée de petites figurines qui te regardent. Ça doit être super gênant et j'espère maintenant enlever cette image de mon esprit. Bonne semaine encore à tous et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme le disait Édouard Carpentier, pour un nouvel épisode de La Clochette. Bisous. Ciao tout le monde.